La saison 2 de Loki est terminée et avec elle on a plus de questions finalement que de réponses. Et l'une d'entre elles que je me pose, que je me suis posée d'ailleurs pendant tout le long de l'épisode, c'est est-ce que celui qui demeure est toujours aux commandes? Ou est-ce que finalement avec ce dernier épisode, Loki a réellement repris les commandes et celui qui demeure a disparu tout simplement? Ce qui me paraît être un petit peu facile. On va revenir dessus mais je suis pas convaincu que celui qui demeure soit totalement hors course encore. Il y a des petits signes qui me font penser qu'il est peut-être encore aux commandes et que ce qui se passe avec Loki à la fin de l'épisode est en fait partie intégrante du plan de celui qui demeure. Donc évidemment la première scène, alors je rappelle juste que l'épisode 5 on apprend que Loki à la fin il a maîtrisé l'errance temporelle, ce fameux phénomène, ce pouvoir un petit peu particulier qui est unique hein, dans le multivers a priori, qui lui permet du coup de voyager dans le temps mais en reprenant possession de son ancien corps, de son lui du passé, et ce qui permet de changer du coup le cours des choses, y compris au sein de la TVA et même plus loin, ce qui est important à souligner, y compris au niveau de la citadelle. Si vous voulez, j'ai le sentiment, je suis en train de faire une vidéo dessus, mais j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs niveaux de strates, il y a plusieurs strates de temps en fait dans le MCU. On a vraiment le multivers, l'éternel flux temporel et ensuite ce qui va découler sur les guerres multiverselles, donc avec les branches, etc. Donc ça c'est l'intérieur des timelines. On a l'extérieur des timelines, je pense, avec ce qu'on appelle les zones hors du temps finalement, avec le TVA, qui lui peut voyager un petit peu sur toutes les timelines différentes, donc qui est encore une strate au-dessus, et probablement une strate encore supérieure avec la citadelle, qui peut potentiellement voyager, y compris sur toute l'histoire du TVA, je ne sais pas. Je reviendrai dessus, je suis en train de travailler sur la vidéo, donc je reviendrai dessus un petit peu plus en détail pour la suite, pour essayer de comprendre un petit peu une théorie qui reprend un peu tout. Mais là, voilà, donc on a Loki qui a maîtrisé l'errance temporelle et qui va pouvoir, du coup, essayer de sauver le multivers, en fait. De sauver le multivers de sa destruction, de son annihilation et de sa disparition, tout simplement, qu'on a commencé à voir, donc, à la fin de l'épisode 5. Ce qui est intéressant au début, c'est on est tout de suite dans le vif du sujet en fait. Maintenant qu'il a maîtrisé l'errance temporelle, il peut à volonté revenir dans le passé en boucle jusqu'à ce que le résultat lui convienne. Donc là, dans la première scène, finalement, il va avoir cette démarche, Loki, de renvoyer Kang tout le temps, encore et encore et encore. Il se rend compte que ça fonctionne pas, il va même demander du coup à Ouroboros combien de temps ça lui prendrait pour apprendre la physique, la théorie quantique, etc. Ce qui lui permettrait d'améliorer du coup son résultat et d'aller un peu plus loin. Il apprend que ça prendra plusieurs siècles, et quelque part on est un petit peu, je trouve, dans cette thématique de fond, hein, dans la thématique de la boucle temporelle, du temps, etc., du libre arbitre hein, principalement. Mais on a une thématique de fond où quelque part celui qui est au-dessus de tout, celui qui demeure, est quelque part un petit peu emprisonné dans une malédiction. Et on va le voir à la fin de l'épisode, quand Loki va se retrouver seul sur son trône, ce qu'il a toujours voulu, hein, finalement, l'évolution de Loki est intéressante, parce qu'il a toujours recherché le trône depuis notamment les Avengers 1, et maintenant qu'il a accédé à ce qu'il voulait, finalement on est dans une malédiction. Il se retrouve seul, il se retrouve presque enchaîné, d'ailleurs on a cette image à la fin, je reviendrai dessus, mais des timelines qui tient, et qui sont presque comme des chaînes, en fin de compte. Parce qu'il est obligé de rester là. Mais on va revenir dessus un peu plus tard. Donc on revient sur cette première scène où il va réaliser qu'il commence déjà à être dans cette malédiction quand précisément Ouroboros va lui dire tu auras besoin en gros de quelques décennies, et Victor Timely va même rajouter quelques siècles avant de maîtriser leur théorie, leur connaissance en physique. Et donc ça passe derrière l'écran, mais il s'est passé plusieurs siècles, et Loki du coup a appris ça, donc c'est énorme. Le temps qui passe dans cet épisode est énorme pour le personnage de Loki. On est un petit peu dans les mêmes thématiques qu'avec Doctor Strange, quand il fait sa méditation là, avec la pierre du temps pour voir les 14 610 je crois, possibilités pour le combat contre Thanos. Donc là on comprend que Doctor Strange pareil, il a vécu 14 610 fois ces événements, donc il est hyper vieux d'un coup. On a aussi dans What If, quand Doctor Strange
le Dr Strangelove là, il va vivre plein de choses, etc. Donc il va prendre beaucoup d'âge en un seul épisode. Bah là on est tout à fait dans ce système là. Et Loki va prendre beaucoup va se cultiver, va prendre de l'assurance. Et là on voit tout de suite dans cet épisode que finalement il est passé un petit peu dans l'épisode 1 de la saison 1 de prisonnier à personne complètement perdue qui réalise. D'ailleurs c'est justement joué dans l'épisode à une scène avec le TVA où il reprend le lead sur Mobius. Et donc il passe de cet état dans la saison 1 où il est complètement perdu, pris dans le courant finalement, à l'épisode final de la saison 2 où c'est lui qui gère le courant, qui gère le débit, etc. Donc qui devient maître du temps quelque part, si celui qui demeure ne joue pas toujours derrière avec lui. Donc on a cette première scène, et il se rend compte que finalement, progressivement, que c'est juste pas possible en fin de compte de réparer le cœur temporel. Donc, peu importe ce qu'il va faire, le cœur temporel sera cassé parce que par nature, comme le dit du coup Victor Timely, on ne peut pas, il peut pas, peu importe à quel point on va l'agrandir le cœur temporel, on pourra pas gérer autant de timelines. Il y a une infinité de timelines, comme il le dit justement, c'est comme si on voulait diviser par 0, ça donne l'infini, ce n'est juste pas possible. Donc Loki est résigné, il ne pourra, peu importe ce qu'il fera, peu importe le temps qu'il prendra, c'est hors de ses capacités de réparer le cœur temporel. Donc cette solution est vouée à l'échec. C'est-à-dire qu'il a passé des siècles du coup à peu près pour rien. Donc devant cet échec évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'errance temporelle en lui, donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir remonter un peu plus dans le passé. Et donc là on arrive à la scène qui pour moi est peut-être pas la plus importante, mais en termes de compréhension, de révélation, etc. c'est peut-être la plus importante de la saison 2, et en tout cas du coup de cet épisode. C'est évidemment le dialogue avec celui qui demeure, de la même manière que la saison 1, c'est au même endroit d'ailleurs, au même moment que la saison 1, où Loki va remonter du coup dans le temps pour aller empêcher Sylvie de tuer celui qui demeure, pour empêcher tout le reste de se briser, et au multivers de s'effondrer, du coup éviter que le cœur temporel explose. Donc il y arrive, et il y a plusieurs éléments qui, du coup je reviens sur celui qui demeure, qui gérerait encore derrière ça Loki. Il y a plusieurs éléments qui me font un peu tiquer, on va y revenir là tout de suite. Je vais faire une vidéo un peu plus écrite parce que là je donne mon sentiment à chaud, donc c'est pas vraiment construit, il y aura peut-être des éléments qui m'échapperont. Je vais revenir là-dessus avec une vidéo plus construite, mais je pense qu'il y a des petits éléments qui me font douter en tout cas. Qui me font douter, notamment la scène de l'ascenseur. La scène de l'ascenseur où Loki reprend le contrôle de son corps du passé. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que comme Loki il a pris le contrôle de son corps du passé, ça change ce qu'avait prévu celui qui demeure. Ça change ce qu'avait prévu celui qui demeure quand il referme l'épée. Comme on le voit ici, il enlève l'épée, celui qui demeure est distrait, et c'est là où Sylvie attaque. Et là, normalement, dans la saison 1, celui qui demeure, il avait prévu avec son pad temporel que Sylvie allait attaquer à tel moment, et allait du coup disparaître et réapparaître plus loin. Et je vais revenir sur cette fameuse scène d'ailleurs. Et là, du coup, il n'utilise pas son pad temporel. Son pad temporel n'est pas programmé. Par contre, il arrive à esquiver. Et ça veut dire que probablement, d'ailleurs il le dit un peu plus tard, mais il sait déjà ce qui va se passer. Il peut pas esquiver comme ça, enfin... Il s'amuse encore sur cette scène. Il esquive, mais par contre, il n'a pas prévu, il ne peut pas se téléporter. Alors, soit il ne le fait pas par choix, soit il ne peut plus se téléporter. Et j'en viens à une mini-théorie sur l'errance temporelle. Peut-être que l'errance temporelle est quelque chose, un phénomène, qui ne peut être que, du coup, chez une personne. En l'occurrence... Celui qui demeure l'avait certainement, et notamment c'est peut-être l'errance temporelle qui lui permet, peut-être pas son pad, mais peut-être que c'est l'errance temporelle elle-même qui lui permet de se téléporter dans la saison 1, du coup, dans l'ascenseur. Mais si on le voit pas utiliser son pad, alors certes il peut dire que c'est prévu, c'est préconfiguré pour ça, mais on le voit pas utiliser son pad, donc peut-être que c'est l'errance temporelle, et comme par hasard, l'errance temporelle que Loki récupère, c'est après son passage chez celui qui demeure. Donc peut-être que l'errance temporelle a été transmise par celui qui demeure à Loki. Et en la transmettant, du coup, il l'a plus, cette errance temporelle. Ce qui explique pourquoi il n'utilise pas, du coup, ce zapping, cette disparition-réapparition dans
cet ascenseur-là précisément parce qu'il n'a plus l'errance temporelle. Probablement qu'il peut le faire avec son pad, mais voilà, après c'est une mini-théorie sur l'errance temporelle, j'en sais rien en vrai, hein. Probablement que c'est complètement bullshit ce que je viens de dire, mais ça peut porter à réflexion, à voir. En tous les cas, cette errance temporelle permet à Loki de changer les cours des choses par rapport à celui qui demeure. Et celui qui demeure va tout de suite comprendre que Loki utilise cette errance temporelle et va même jusqu'à aller dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est encore une fois celui qui demeure qui a tracé le chemin de Loki. C'est-à-dire que tous les événements de la saison 1 à la saison 2 de Loki sont voulus par celui qui demeure. Et alors là, il y a deux écoles. Soit celui qui demeure échoue avec après son dialogue. On va revenir sur le dialogue en détail. Soit celui qui demeure échoue entre guillemets ou se fait battre entre guillemets. Enfin, faudrait voir le terme exact, mais se fait dépasser par Loki par la fin de l'épisode. Soit celui qui demeure, la fin de l'épisode, tout le reste de cette discussion et ce qui suit est induit par celui qui demeure. Et je vais revenir dessus, il y a des petits détails qui me font penser à ça. Notamment celui qui demeure le dit à Loki. Il dit qu'il a tout géré depuis tout ce temps, et là ils ont un petit débat sur le cœur temporel. Et il dit à Loki, je sais plus exactement la phrase, mais comment tu veux changer le cours des choses, etc. Et il y a une équation. Sur le tableau derrière, il y a une équation. Et c'est... Voilà, c'est ça que je voulais dire exactement. Celui qui demeure prononce le mot à la fin de l'équation, la phrase à la fin de l'équation. Peu importe, tu perds. Il prononce ce mot d'équation. Il a mis une équation dans sa salle derrière Loki. D'accord ? Loki reprend le terme équation en se retournant. Il voit l'équation qui est au mur et il dit « Je vais changer l'équation ». Ce à quoi celui qui demeure réagit, il dit, il me semble, je referai la vidéo comme je vous l'ai dit plus détaillée, plus construite, il me semble que celui qui demeure répond, on tourne en rond. Il dit ça, on tourne en rond. Après que Loki lui ait répondu qu'il va changer l'équation, il dit on tourne en rond. Peut-être du coup, et je sais ce que je pense, que tout ce qu'il a vécu là, et tout ce qui s'est passé même après cette discussion entre celui qui demeure et Loki est déjà survenu plusieurs fois, et que cet état, le multivers Yggdrasil qu'on voit à la fin de l'épisode, s'est déjà produit, et c'est un petit peu finalement le multivers qui mène aux guerres multiverselles et qui va tout simplement mener à Secret Wars, qui va permettre de reboot le multivers et potentiellement relancer la victoire de celui qui demeure. Donc ce côté, on est en boucle. Et le fait que celui qui demeure induise le mot équation et qu'il ait mis une équation dans la salle, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'ai l'impression qu'il continue encore et toujours de manipuler Loki en fait. Et que Loki est toujours dans un semblant de choix, sans se rendre compte qu'il est dans un tunnel imposé par celui qui demeure. Donc ensuite il y a la scène intéressante de Loki qui discute avec Mobius du coup. Qui discute avec Mobius, on retrouve du coup une des premières scènes de l'épisode 1, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est intéressant parce que c'est l'évolution finalement qui est incarnée par cette scène de Loki, l'évolution de Loki. Loki est passé du prisonnier, de celui qui subit, à celui qui agit. Et toute cette évolution est incarnée par cette scène où Mobius fait face à Loki. C'est Mobius qui l'interroge dans la saison 1, et là c'est Loki qui va reprendre le leadership et qui va prendre l'ascendant du coup sur Mobius. Et du coup on voit tout le parcours du personnage, alors que finalement c'est censé être c'est le même corps de Loki, c'est le même instant, mais il a les connaissances du futur, et ça a complètement du coup changé son destin, sa personnalité, et c'est ce que disait d'ailleurs celui qui demeure dans l'épisode 1, dans l'épisode 6 de la saison 1, il dit... Quand Sylvie lui demande pourquoi ils sont arrivés ici, dans quel but, il dit c'est l'état d'esprit, le chemin qu'on parcourt qui nous met dans un état d'esprit idéal pour accomplir la quête. C'est à peu de choses près ce qu'il dit. Donc l'état d'esprit est important pour accomplir, pour mettre les gens en prédisposition pour qu'ils accomplissent ce que celui qui demeure a décidé qu'ils accomplissent.
Donc ça c'est intéressant pour ça, et ensuite on a évidemment cette scène où si Loki va voir Sylvie dans le futur pour lui dire qu'en gros il a pas trop d'autres choix, soit il laisse le multivers s'effondrer, soit il tue Sylvie, du coup la Sylvie du passé, celle qui a failli tuer, qui a tué du coup celui qui demeure, et c'est ce dilemme qu'il a, il en parle à Sylvie du futur, elle lui dit écoute je vais pas te laisser, je vais pas te dire de me tuer clairement. Du coup, Loki, elle arrive à convaincre Loki finalement qu'il y a une autre alternative, ce qui débouche sur la superbe fin du coup de la saison 2, où Loki va devenir un peu le dieu des histoires. Il va récupérer toutes les timelines, il va modifier en quelque sorte le multivers en tenant toutes les timelines et tous les univers, en les revivifiant entre guillemets et en les réunissant dans un multivers qui semble du coup, qui est sous la forme d'Yggdrasil et qui semble être stable. Je dis qu'il semble parce que quoi qu'il arrive, on sait qu'il va y avoir Avengers de Kang Dynasty, on sait qu'il va y avoir Avengers Secret Wars. Donc dans ce multivers Yggdrasil, on a les Kang qui sont en train d'agir, on a la guerre multiverselle qui est lancée. D'ailleurs, peut-être qu'elle est incarnée par ce qu'on voit là dans le feuillage, peut-être que cette guerre multiverselle est incarnée par le feuillage d'Yggdrasil, avec ses petits côtés bleus un petit peu, mais presque on zoome, on pourrait penser qu'on est là où était celui qui demeure, mais là aussi où on voit les variants dans la fin les variants de Kang dans la scène post-générique d'Ant-Man. On pourrait penser ça, donc le dieu Loki des histoires ne règle pas tout. C'est pas la fin d'un conte de fées. C'est pas la fin d'un conte tout court. C'est une étape qui est probablement voulue par celui qui demeure, comme je vous l'ai dit juste avant. Et surtout, cette étape, elle mène, quoi qu'il arrive, nous on sait, parce qu'on a la calendrier Marvel, elle mène à la dynastie des Kang, elle mène à Secret Wars. La dynastie des Kang, donc la guerre des Kang. La guerre des Kang, d'où celui qui demeure va certainement émerger, d'où le fait qu'on tourne en rond. Et Secret Wars qui va mener à la fin du multivers. Donc malgré le fait qu'il s'assoit dans ce trône qu'il attendait tant en fut un temps, malgré le fait que Loki devienne celui qui demeure quelque part, il ne peut pas empêcher, ou en tout cas il ne va pas empêcher l'avènement des Kang et la fin du multivers, avec probablement Secret Wars qui verra le multivers s'effondrer sur lui-même. Voilà. Donc ensuite, là c'est le principal de ce que j'avais à dire sur l'épisode. Après on voit un petit peu le TVA qui suit derrière. Il y a un fait intéressant avec Mobius. Je reviendrai peut-être je ferai peut-être un short là-dessus, mais il y a Mobius qui dit il surveille. Déjà, le TVA surveille les variants de Kang. Donc ça c'est le rôle du TVA. Le rôle du nouveau TVA. Donc le TVA surveille les variants de Kang. Mais on apprend de la bouche de Mobius qu'il y a un des variants qui a posé des soucis à la Terre 616 et que cette Terre 616, l'univers 616, s'en est très bien sorti. L'a géré tout seul. Alors la question que je me pose, est-ce qu'on voit ici un événement qui n'est pas encore arrivé, qui va potentiellement arriver, peut-être qu'il parle même de la dynastie des Kang ou d'autres choses, ou un autre film qui aurait Kang pour antagoniste, par exemple, je sais pas moi, les 4 Fantastiques avec Ramatout, ou une série lambda, un Moon Knight 2 avec Ramatout aussi, je sais pas. On a ça d'une part, et le fait où la deuxième possibilité que je vois, c'est qu'il parle du Kang de Ant-Man 3, Kang le Conquérant. Mais alors là, j'aurais un problème, parce que le royaume quantique, ça voudrait dire que le royaume quantique, il est intégré à l'univers 616. Donc chaque univers a son propre royaume quantique. Ça pose un peu de soucis, moi je trouve le royaume quantique, je le situais presque au niveau du TVA, quoi. Donc à voir après si Marvel explicite clairement la nature du royaume quantique et comment ça s'imbrique avec le reste, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a donc cette possibilité d'un événement qui n'est pas encore arrivé, où je vois que ça du coup, de Kang le Conquérant dans Ant-Man 3. Et fait intéressant d'ailleurs, les gardiens du temps là, les gardiens du temps qui précédaient, qui ont été installés par celui qui demeure, sur la fiche de propagande, on les voit gérer le flux temporel et on remarque que ça forme un arbre, un petit peu comme Yggdrasil. Donc je me pose la question, si c'est pas voulu par Kang, celui qui demeure,
qui sous-entend ici, du coup, avec sa propagande, qui montre clairement qu'il sait que Loki va être le garant du temps pendant un moment, et que ce multivers prendra la forme d'un arbre, donc d'Yggdrasil, à ce moment-là. Je sais pas, petite théorie comme ça, mais c'est assez frappant quand même, en tout cas, c'est cette forme de l'arbre. Donc on a la deuxième manuel du TVA, évidemment, hein. Donc le TVA qui prend cette nouvelle forme, TVA qui va être sous forme finalement guerre multiverselle maintenant. On est sur le TVA qui va aider à gérer les Kang. Et ensuite on voit qu'il y a le petit Kang qui n'a pas eu le livre. Donc il y a un petit Kang qui n'est pas Victor Timely du coup. Victor Timely qui lui avait reçu le bouquin. Et potentiellement tous les Kang qui vont déverser, qui vont venir donc dans la guerre des Kang, déboucheront de ce petit qui n'a pas eu le bouquin. Là où Victor Timely, lui, a eu le bouquin. Donc qui lui donne un avantage. Potentiellement, moi je reste sur l'idée que Victor Timely est celui qui demeure. Et du coup, Victor Timely est le passé de celui qui demeure, le seul qui aurait reçu le bouquin. Et la scène importante également, on a Ravonna qui est dans le néant, après s'être fait brouiller par Sylvie, hein, qui possédait... je sais plus comment il s'appelait le mec, Brad ou un truc comme ça. Et qui fait face, du coup, on le comprend, à Elliot. Et c'est pas le seul truc intéressant, il y a le fait aussi que on voit la plaque en bas, au sol, qui est la même que celle du TVA. C'est-à-dire que probablement, le néant, on sait que c'est la fin des temps. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le néant, du coup, est dans la même dimension, probablement, que le TVA. Soit c'est la même dimension que le TVA, soit le TVA s'est fait bouffer par Elliot. D'où la présence de la plaque dans le néant. Donc on a deux options. Si le TVA et le néant est dans la même dimension, ça veut dire que simplement le néant est le futur du TVA. Si c'est pas le cas, ça veut dire que le TVA va se faire boulotter par Elliot pendant un moment du temps. Mais bref, Ravonna, on n'en aura pas fini avec elle probablement. Et elle va découvrir Elliot. Qui d'autre a besoin de découvrir Elliot ? Un Kang qui va devenir celui qui demeure, et qui d'autre que Victor Timely. Voilà. Donc probablement, moi, ma théorie c'est que je pense que Ravonna aura encore un rôle à jouer, elle va avoir un rôle décisif dans la découverte d'Elliot, qui va du coup avantager un des variants de celui qui demeure, un des variants de Kang, qui va être du coup celui qui demeure, et avec cette découverte, on aura la fameuse phrase de Kang dans le début de l'épisode 4, il me semble, de la saison 2. Tu as joué un rôle majeur, Ravonna, dans cette guerre. Parce qu'elle a découvert Elliot, tout simplement. Donc voilà, donc on n'aura certainement pas fini avec Ravonna. Et puis après, on voit Mobius, etc. Donc ça m'intéresse que moyennement. Et Loki, donc qui est sur son trône à la fin de la série. Qui, je vous le disais, du coup, ressemble un petit peu finalement à une prison. Une prison... qu'il convoitait et qui maintenant est un fardeau. Voilà. Mais sinon, la saison 2 était très bien et pose, comme je disais, beaucoup de questions. Ça lance quand même vachement d'enjeux pour le multivers, donc c'est super intéressant. Mais... Et comment ? Et j'ai hâte de voir la suite, du coup, par rapport à celui qui demeure. Est-ce qu'il est ou pas derrière tout ça ? Quel rôle va jouer Loki par rapport à Dynasty des Kang, par rapport à Secret Wars ? Est-ce que son pouvoir peut être... challengé par quelqu'un d'autre, à voir. Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser, peu de réponses, mais en tout cas, c'est l'une des peut-être, ou la meilleure, faut prendre un petit peu de recul, mais ça viendra avec le temps, mais c'est l'une, en tout cas, des meilleures séries Marvel, forcément dans le top 3 quoi qu'il arrive. Est-ce qu'elle est meilleure que la saison 1 ? Probablement. Après, il faudrait que je la redigère, pour voir un petit peu les détails, etc. S'il n'y a pas non plus trop d'incohérence au niveau du temps, c'est parfois un petit peu flou, je trouve. Mais globalement, à la fin de la saison, en tout cas, on s'y retrouve largement. Et en mettant en perspective, finalement, tout était prévu par celui qui demeure. Et je reste convaincu que celui qui demeure continue à avoir les rênes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que celui qui demeure est pour vous toujours le chef d'orchestre ? Ou est-ce qu'il est simplement éradiqué et on n'en aura peut-être plus parlé tout simplement, et qu'on va passer sur d'autres Kang ? Ou est-ce que voilà, si vous pensez qu'il est toujours d'actualité, toujours dans la course comme moi ? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Loki probablement, mais également sur The Marvels. C'était Marvelous, à la prochaine.